Chers amis, bonjour. Je vous accueille à nouveau pour une émission de Faire École et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Joachim Le Floch Imad, auteur d'un ouvrage tout récent et qui fera date, Main basse sur l'éducation nationale, avec en sous-titre « Enquête sur un suicide assisté ». Monsieur Le Floch Imad, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints ici. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vais vous demander classiquement de vous présenter si vous voulez bien. Donc Joachim Le Floch Imad, vous l'avez dit, j'ai 28 ans, j'ai grandi dans l'ouest de la France, à Nantes plus précisément, où j'ai passé un bac littéraire avant d'effectuer des études de sciences politiques à Sciences Po à Paris, parallèlement à une licence en histoire et un master en littérature à la Sorbonne qui a été pour moi l'occasion d'écrire un mémoire sur la réception d'Arthur Schopenhauer chez Tolstoï, qui a ensuite débouché sur un premier ouvrage qui était une vie philosophique de Tolstoï, publié aux éditions du Cerf. Et cet ouvrage, Main basse sur l'éducation nationale, toujours publié aux éditions du Cerf, est mon deuxième livre. Et donc parallèlement à mon activité d'essayiste, j'exerce une activité d'enseignant dans le supérieur. J'ai été en BTS et en école de commerce notamment, et j'ai enfin une activité de chroniqueur, de commentateur de l'actualité, notamment éducative. Bon, très bien. Merci beaucoup. Alors, le titre de votre ouvrage, Main basse sur l'éducation nationale, m'a littéralement sauté aux yeux, n'est-ce pas? Et parce que cela fait longtemps que, comme vous, j'observe le cœur serré, pour reprendre une expression un peu ancienne et pas forcément bien datée, j'observe quand même le cœur serré que notre système éducatif s'effondre, qu'il est en déclin, que d'une certaine manière, il semble engagé dans une spirale d'autodestruction. C'est pourquoi j'ai été intéressé par le suicide assisté dont vous faites état dans votre sous-titre. Et je voudrais donc que nous commencions par cela. Comment justifiez-vous un titre à la fois accrocheur et surtout aussi direct, aussi cash, comme diraient les jeunes? L'idée de main basse, c'est l'idée qu'on est sorti de l'ordre naturel des choses en République, à savoir qu'en principe, le politique, en accord avec le verdict des urnes, fixe le cap, et l'administration répond d'une fonction d'exécution, tout en devant bien sûr être respecté, puisque j'ai pas écrit un ouvrage contre les fonctionnaires. Non. Au contraire, j'espère avoir montré qu'il y avait énormément de fonctionnaires valeureux sur le terrain, dans les établissements, mais aussi en administration centrale, bien sûr. Où il y a des tas de gens remarquables, on ne le dira jamais assez. Maintenant, j'ai voulu montrer qu'on était sorti de l'ordre naturel des choses en République et qu'on a, un politique aujourd'hui qui laisse l'école naviguer à vue avec une valse des ministres que l'on constate, mois après mois, année après année, des ministres pour l'essentiel sans légitimité particulière. Certains n'ont même jamais écrit une seule ligne sur l'école, n'ont jamais pensé à la question avant d'arriver rue de Grenelle. Je pense à Amélie Oudéa-Castéra, à quelqu'un comme Anne Genetet. Ça ne les a pas empêchés forcément de dire des choses pertinentes ensuite, mais tout ça pour dire qu'il y avait un problème initial de légitimité, un problème de vision, un problème d'absence d'ancrage de l'école dans la chose publique, dans le politique, et un problème enfin de courage face aux résistances. Et parce qu'on a ce politique qui laisse l'école errer à vue, naviguer à vue au gré de toujours plus de slogans, de propositions, de façades, de faux débats que je qualifie de débats périphériques. Il n'y a qu'à voir ce dont il a été question, c'est de rentrée scolaire. De quoi vous nous parlez? On a parlé de l'éducation à la sexualité, on a parlé de la réglementation sur les téléphones portables, on a parlé des quotas filles-garçons en classe prépa, des rythmes scolaires. Oui, on n'est pas dans ce qui doit constituer le cœur, selon moi, d'une politique éducative au sens noble du terme. Et donc, parce que vous avez une démission du politique et que la nature a horreur du vide, vous avez une administration, mais pas qu'une administration d'ailleurs, un véritable État dans l'État qui prend la place du politique, qui comble le vide et qui soit défie frontalement l'autorité du ministre, soit édulcore les réformes pour laisser faire une sorte d'idéologie dominante. Donc j'ai écrit cet ouvrage pour décrire les acteurs de l'État profond. Puisque je parle d'état profond, je sais que l'expression est connotée, mais elle ne répond pas d'un imaginaire complotiste dans ma bouche. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même avait parlé d'état profond en 2019 concernant la politique étrangère. Anne Genetet elle-même a dit s'être heurtée rue de Grenelle à une administration qui avançait seule, qui avait pris des décisions de nature politique, je dis bien politique, à sa place au cours des 3 mois qu'elle a passé rue de Grenelle. Et donc j'ai voulu, à travers cet ouvrage, qualifier les acteurs de l'état profond, décrire leur sociologie, décrire leur idéologie et décrire leur pratique. Oui. Vous le faites avec beaucoup de précision et comme vous le savez, je connais bien aussi cet aspect-là de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'administration centrale, l'État profond. J'ai retrouvé le nom de ce certain nombre d'acteurs que j'ai croisés.
qui étaient mes collègues, et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. En fait, le politique s'est retiré de la question éducative. Mais je pense sincèrement que ce n'est pas un phénomène récent. Je pense que cela date pratiquement d'une espèce de compromis historique qui a suivi la libération, où la droite s'est occupée essentiellement, et après 58 aussi, de l'économie et du régalien, et où elle a abandonné à la gauche le culturel, le médiatique, on en paye le prix maintenant, et évidemment l'éducatif. C'est-à-dire qu'il y a eu de grands ministres, quelques-uns, de grands ministres de droite. Vous citez Darcos, je suis d'accord avec vous, Monory, enfin bon, il y en a eu quelques-uns qui ont marqué leur temps, mais ce sont des exceptions. La plupart des ministres de droite de l'éducation étaient là de passage. D'ailleurs, la durée moyenne, c'est 2 ans, 2 ans et demi à peine pour un ministre de l'éducation sous la Ve République. Hein. Donc, ça a un peu baissé depuis. Ça a encore baissé, oui. Voilà, effectivement, les statistiques sont impactées par la succession rapide des ministres qu'on a eu ces dernières fois. Je crois qu'on est au 7e maintenant. Hein. Bon, donc, effectivement, il y a ce phénomène-là. Quant à la gauche, elle a toujours considéré ça comme son précaré et elle a laissé faire. Alors là, c'est le phénomène que vous décrivez aussi. Elle a laissé se produire ce suicide, enfin cette espèce d'autodestruction en termes de philosophie de l'éducation. C'est-à-dire que là où il y avait un système de transmission des savoirs, de vérification des savoirs, etc., on a inventé au cours des années 60, mais c'est beaucoup plus ancien. Vous citez Piaget, vous citez Freinet. Au cours des années 60 du XXe siècle, on a inventé le constructivisme, et donc ça a abouti dans ce moment assez hallucinant où Lionel Jospin, dans sa loi de juillet 89, proclame que l'élève est au centre du système éducatif, au lieu de parler de la transmission, n'est-ce pas ? Et donc je pense que si le politique, depuis le départ, regarde la question éducative soit comme une espèce de dossier, enfin une source de dépenses qu'il faut raboter à tout prix, Sarkozy, 60 000 postes en moins. La RGPP. La RGPP. Alors là, pour le coup, j'étais conseiller du Premier ministre et je me souviens des échanges que nous avions eus avec Xavier Darcos à ce sujet-là, qui nous disait « Vous êtes fous, on ne peut pas rendre 90 000 postes. » N'est-ce pas ? Il y avait un missile de Bercy qui était descendu, si j'ose dire, rue de Grenelle, pour expliquer à la DAF, à la Direction des Affaires Financières, et surtout au cabinet, comment faire pour trouver 90 000 postes. Hein. C'est sans doute le patron du bureau de Bercy, je ne sais plus comment vous l'appelez là. Enfin bref. Et donc, si vous voulez, pour la droite, ça coûte cher et c'est une source d'ennui. Pour la gauche, c'est le moment, c'est le lieu où l'on peut étendre et noyauter l'administration, y compris centrale, y compris à très haut niveau, pour faire de la politique sous forme idéologique. Je ne sais pas si vous partagez ça. Puis après, on parlera des syndicats. Je vais formuler 3 remarques qui sont plutôt des compléments à ce que vous venez de dire, avec lequel je suis en accord. Il y a un travail de sape qui a été conduit dans l'éducation nationale, gauche, centre et droite confondus, non pas depuis une trentaine d'années, mais je pense depuis les années 70 approximativement, jusqu'au général de Gaulle, parce que j'ai beau me sentir profondément gaulliste et avoir énormément d'admiration pour l'œuvre du général, on ne peut pas dire que son bilan en matière éducative a été particulièrement brillant. Je rappelle que c'est son ministre Perfit qui, quelques mois avant mai 68, avait qualifié les enseignants d'animateurs, un vocabulaire qui a fait énormément de mal ensuite. Donc c'est le politique qui a fait l'école de la République et c'est lui qui l'a laissé se défaire ensuite. Exact. Parce qu'il y a évidemment des lames de fond idéologiques. Vous parlez de l'éducation nouvelle. C'est en effet cette idée qu'il faut oblitérer toute verticalité dans l'enseignement à rebours de ce qu'est l'éducation au sens étymologique du terme. Qu'on parle d'éducare, d'éduquere, il y a l'idée qu'il faut sortir l'élève de lui-même pour l'élever. C'est pas une relation d'asservissement, c'est le magister, celui qui a quelque chose en plus, qui chemine avec son élève. C'est pas le dominus, c'est pas une relation qui consiste à écraser verticalement l'élève. Mais on a détruit tout ça du fait d'une idéologie qui remonte non pas à mai 68 comme le pense une droite un peu caricaturale,
mais à l'éducation nouvelle, qui est un mouvement apparu au tournant du XXe siècle. C'est Roger Cousinet qui disait il faut que le maître cesse d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre. Et ça s'est traduit idéologiquement jusqu'aux années 90. Je cite un ouvrage d'un auteur, je crois, spécialiste des sciences de l'éducation, Jean Housseil, qui a écrit un livre Autorité ou éducation, dans lequel il explique que les deux sont fondamentalement incompatibles. Donc je pense que cette vision a fait beaucoup de mal, mais elle n'a fait du mal que parce qu'elle a été traduite dans des réformes faites par les politiciens. C'est eux qui sont responsables de la casse de l'école. À la limite, si on avait laissé ces idées flotter dans l'air, elles n'auraient pas fait de dégâts, ou alors à la marge. C'est parce que le politique a été lâche, a accompagné, voire accéléré le désastre, qu'on en est là. Et enfin, il y a... Je parlais de l'idéologie des sciences de l'éducation, de l'éducation nouvelle, mais il y a aussi toute cette lame de fond managériale dont certains à droite ne parlent pas suffisamment, je crois, mais ça renvoie au rôle des gestionnaires de Bercy, dont même quelqu'un comme Jean-Claude Milner, que je cite, parlait déjà dans les années 1980. C'est le travail de sape des gestionnaires de Bercy qui impose un imaginaire qu'on pourrait qualifier d'entrepreneurial à l'école. On le voit, exactement, le New Public Management. On le voit à l'évolution du vocabulaire. On parle de moins en moins de savoir, mais de plus en plus de compétences, on ne parle plus de programmes, mais de curricula. Il y a l'idée que tout est soluble dans une meilleure gestion des ressources humaines. On parle même des professeurs comme des stocks et des flux, jusque dans l'administration centrale. Édouard Geoffrey, j'ai entendu dire. Vous l'avez entendu dire, je crois, et je cite ses propos dans l'ouvrage, mais ça va bien au-delà d'Édouard Geoffrey, donc, qui a été DGESCO pendant 4 ans sous Jean-Michel Blanquer. Donc oui, je pense que c'est tout un tas, disons, d'idées qui ont consisté à minorer l'importance du savoir et donc à retourner l'école contre sa fonction première, à savoir la transmission. Exactement, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Et donc il y a un troisième acteur, donc il y a les politiques qui d'une certaine manière ne remplissent plus, enfin démissionnent au sens général, sont soit en retrait, soit laissent faire lâchement, soit même encouragent, comme Payon par exemple, un certain nombre de dérives, consciemment, politiquement, idéologiquement. Il y a l'administration centrale qui ne se sentant plus pilotée, gouvernée en fait, gouverne elle-même. Mais alors là-dessus, je voudrais... Qui bricole, c'est des bricolages de circonstances au jour le jour. Et puis de toute façon, elle est conservatrice par définition. Vous le dites d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai notée dans votre ouvrage, l'administration ne résout pas les problèmes neufs. Et vous avez raison, elle n'est pas faite pour ça. Elle est immobiliste par essence, elle perpétue le statu quo, elle crée de la norme, elle fait ce qu'elle sait faire. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'un politique qui fixe un cap. La haute administration considère qu'elle doit assurer, dans les tourbillons et les changements politiques, la continuité de l'État. C'est la formule consacrée. Bon. Et donc, à ce titre, d'une certaine manière, il s'approprie la continuité de l'État. Et si le ministre est trop faible ou trop, comment dirais-je, trop volatile, pour prendre les derniers 3 mois, enfin, ça c'est ridicule, évidemment, l'administration centrale, enfin, les grands directeurs généraux, considèrent le ministre de très loin et même de très haut. Il ne faut pas leur en vouloir, parce que ça a aussi un aspect, si vous voulez, continuité de l'État, ça évite aussi des mouvements, des arrêts, des départs, J'utilise l'expression atténuer les contradictions du politique dans l'ouvrage, et c'est vrai que quand on voit certains ministres qui vont défiler rue de Grenelle, on se dit heureusement qu'il y a une administration qui permet de tenir la machine. De calmer le jeu, quoi. Exactement, bien sûr. Et puis donc il y a un troisième, on a parlé des pédagogistes, etc. Ça c'est un peu la lame de fond. C'est ce qui je pense sincèrement que le pédagogisme, comme on l'appelle aujourd'hui, mais qui remonte à très loin, a rongé de l'intérieur la machine, et que ce sera un travail de très longue haleine de revenir à un certain nombre de fondamentaux, et notamment à la question de la transmission du savoir. Voilà, là-dessus, j'ai des suggestions, vous aussi, sur le moyen d'y parvenir. On y reviendra peut-être. Et puis, il y a un acteur que vous citez abondamment aussi, c'est le monde syndical. Et la galaxie, si je puis dire, qui gravite autour du monde syndical, les mutuelles, les associations, les ligues et autres. Et donc, que j'ai appelé, moi, politiquement, y compris publiquement ici, le front du refus. C'est-à-dire que, de toute façon, rien ne va jamais. Il se trouve que quand j'étais directeur de l'administration centrale, j'assistais à pas mal de réunions centrales avec les syndicats, et je me souviens des leaders syndicaux qui disaient au ministre ou à son directeur de cabinet « Nous sommes ici pour créer un rapport de force ». Voilà, de force. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune négociation a priori de possible. Alors pas tous les syndicats, c'est vrai, le SNALC, le SGEN, etc. sont différents, mais enfin, les syndicats majoritaires, les plus puissants, installent un rapport de force permanent qui consiste en fait à bloquer la machine. Car il n'y a aucune... Enfin, les propositions qu'ils portent sont des propositions que personne ne peut suivre. Créer toujours plus d'emplois
à volonté, sans projet ni vision, ça n'est pas une politique alternative à celle qui est proposée, par exemple, par le gouvernement. Mais donc, ils créent des rapports de force, et ils ont une telle influence dans le système où ils se sont infiltrés partout, qu'ils réussissent littéralement à le bloquer. Je ne parlerai pas des syndicats comme un problème, dans la mesure où je considère qu'ils ont également leur raison d'être. Oui. Par exemple, quand vous êtes un responsable politique, ça peut être une conversation avec un syndicat, ça vous permet d'avoir des remontées utiles du terrain. Et puis, il y a aussi un rôle qu'assurent les syndicats d'accompagnement des personnels éducatifs en détresse, parfois avec une réactivité largement supérieure à celle de services académiques débordés. Maintenant, on sera d'accord, il me semble, sur le fond du problème, qui est que les syndicats sont sortis de leurs prérogatives traditionnelles, à savoir la défense des intérêts matériels de leurs mandants, à commencer par les questions purement salariales qu'ils ont délaissé ces dernières décennies, pour aller sur un terrain de plus en plus politico-idéologique, consistant à se comporter, alors j'utilise l'expression dans l'ouvrage, comme des machines à dire non, à défier l'autorité du ministre sur un terrain politique. Ça n'a pas commencé ces dernières années. Déjà, Georges Pompidou parlait des squatteurs syndicaux embusqués dans les couloirs de la rue de Grenelle. Exactement. Mais ces dernières années, on a quand même vu cette propension s'accélérer, notamment de la faute du politique, et je pense que la loi de transformation de la fonction publique de 2019 a fait beaucoup de mal dans la mesure où elle a ôté aux syndicats des prérogatives purement syndicales et elle les a forcés à se déporter sur un autre terrain idéologique. Ça, je pense que ça n'a pas été suffisamment relevé dans le débat public. Et donc, je donne dans l'ouvrage tout un tas d'exemples qui montrent le poids immense pris par les syndicats. Alors, c'est les 2300 équivalents temps plein qu'on trouve rue de Grenelle avec un coût d'une centaine de millions d'euros. C'est leur omniprésence dans les réunions avec un langage et un droit de l'administration qui souvent est détestable. Et enfin, ce sont des levées de boucliers permanentes sur à peu près tous les sujets qui ne sont pas des sujets syndicaux, encore une fois. Je parle de ces responsables syndicaux qui ont refusé de mettre en œuvre l'interdiction de l'abaya. Je parle de ces quelques syndicalistes qui avaient pris des copies du bac en otage sous Jean-Michel Blanquer pour protester contre ces réformes. Alors, moi, j'étais pas pour la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, mais c'est inacceptable qu'on aille sur ce terrain. Il y a aussi eu le mouvement des désobéisseurs sous Xavier Darcos. Il y a eu le refus de la méthode syllabique. Et je cite un inspecteur général dans l'ouvrage qui dit que l'attitude des syndicats dans l'éducation nationale, c'est comme si chez Renault, vous aviez des syndicats qui prétendaient dicter la manière dont on conçoit les pièces de la Twingo. Voilà, les syndicats ont leur légitimité, ont leur raison d'être, mais ils doivent rester des syndicats. Et ce qui me déprime, ce qui me désole, c'est le fait que le politique a été, c'était un décennie à leur endroit, dans une démarche quasiment systématique, soit de peur, soit de complaisance. Il ne s'agit pas de refuser de discuter avec les syndicats, il s'agit de rappeler que les syndicalistes, comme tout agent public, sont soumis à un devoir de neutralité et un devoir de loyauté. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dès lors qu'une dérive survient, c'est l'impunité qui prévaut systématiquement. Oui, on le voit pour les groupes de besoin, par exemple, qui ont été refusés dans beaucoup d'établissements sous pression syndicale. 44% des établissements ne les ont pas mis en œuvre. Ça, c'est grosso modo, c'est de la rébellion. Enfin bon, je suis d'accord avec vous, la République française est une république sociale, c'est dans la Constitution, donc évidemment les partenaires sociaux sont des partenaires qu'on doit respecter, mais à condition d'une certaine manière qu'ils se respectent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils s'occupent essentiellement de ce qu'on appelle les intérêts matériels et moraux de leurs mandants. C'est ça, c'est la définition du syndicalisme. Mais vous avez raison, c'est une erreur qui n'a pas été relevée du tout d'Emmanuel Macron. Il a torpillé d'une certaine manière dans la gestion générale de la fonction publique, les commissions paritaires statutaires. Et donc, effectivement, les syndicats se sont mêlés d'autres choses, c'est-à-dire, par exemple, des programmes, des moyens, de la carte scolaire, etc. Et donc, ils se sont encore plus politisés par un effet inattendu, contre-intuitif même. Parce que beaucoup s'étaient réjouis à un moment donné que le président de la République remette un peu les choses d'équerre du point de vue des prérogatives des uns et des autres, mais il s'est trompé. Il s'est vraiment trompé. C'est pas ça qu'il fallait supprimer. Il fallait, par exemple, supprimer les commissions, nationales et académiques qui sont interrogées sur les programmes et des choses comme ça. Exactement. Je ne vois pas en quoi les syndicats sont compétents pour les programmes. Là, si je peux me permettre une rapide parenthèse, on parle des syndicats d'enseignants, mais il y a aussi un problème avec les syndicats lycéens et les syndicats de parents d'élèves. Je parlais l'autre jour avec un professeur agrégé d'histoire dans le Lot qui me disait qu'il siégeait dans les commissions d'orientation en fin de troisième et que systématiquement, les représentants des
les représentants de ce syndicat, des syndicats des parents, la FCPE, ouais. Avaient pour consigne de prendre le parti de la famille et de l'élève contre l'institution lorsque l'institution demande un redoublement, une orientation dans la voie professionnelle. Ce qui correspond à une vraie dérive. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir où siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale ceux qui sont issus du monde syndical. Ils sont quasiment tous à la France Insoumise. Absolument. Puis ils sont tous dans la commission où j'ai l'honneur de siéger, la commission des affaires culturelles et éducatives. Donc nous avons des débats animés, vous vous en doutez. Enfin bon. Donc nous avons un système éducatif qui n'est plus piloté, enfin qui n'est plus gouverné, pardon, qui est piloté par l'État profond, qui fait ce qu'il peut, mais qui est forcément une force conservatrice, et qui est, comment dirais-je, corseté par une action syndicale qui a dérapé vers le politique, on peut le dire comme ça, voilà. Et tout ça, ça nous coûte quand même 67 milliards d'euros tous les ans, avec des résultats qui dégringolent. Donc c'est quand même, c'est un vrai désastre au fond, c'est un pur désastre. Alors, quels sont les moyens d'en sortir? Parce que là, sur le diagnostic, à peu près tout le monde est d'accord, sauf l'extrême gauche, bien sûr, qui nie pas. Tiens, l'extrême gauche a nié farouchement lorsque nous avons auditionné il y a 15 jours les syndicats du premier et du second degré pour leur demander comment s'était passée la rentrée. Je leur ai fait remarquer que plus ça coûtait cher, moins ça fonctionnait. Ils sont dans le déni complet. Il m'a dit non, pas du tout, le budget n'est pas suffisant, de toute façon, et les résultats... Il y a l'idée que tout est soluble dans l'augmentation des exactement. moyens. Ils ont dit le budget n'est pas suffisant, et de toute façon, les résultats, c'est pas ce que vous dites, c'est pas si grave que ça. Bon. Donc là, on est dans le déni total. Mais donc je reprends mon propos, nous sommes à peu près d'accord majoritairement pour considérer qu'il y a un véritable problème et que nous sommes devant un désastre annoncé, enfin, qui est en cours, une sorte d'agonie lente, épouvantable, mais qui peut très bien se précipiter, puisque les signes avant-coureurs de l'implosion sont là. Par exemple, 400 nouvelles écoles privées hors contrat ont été créées cette année. C'est je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'élèves, bon, etc. Donc, oui, et puis les classements internationaux, comme les évaluations nationales, sûr, qui montrent que nous sombrons tant en matière de niveau scolaire que de délitement de l'autorité, de mal-être des personnels. Mais tout à l'heure, en micro, on parlait de l'État, enfin du lien, si je puis dire, école-nation, comme on parle du lien armée-nation, est en train de se défaire, lui aussi. Parce qu'à présent, tout le monde comptait sur l'école pour... comme un ascenseur social. Les parents souhaitaient que leurs enfants, par l'école, soient mieux lotis, connaissent une ascension sociale supérieure à leur position de départ. Cette promesse est trahie. Oui. C'est l'une des raisons fondamentalement qui m'a poussé à écrire ce livre. C'est une conviction profondément ancrée en moi qu'il existe en France un lien unique, un lien extrêmement fort entre la nation et son école. C'est l'école de la République qui a permis la construction de l'unité de la France, notamment l'unité linguistique. C'est elle qui a permis l'affermissement du sentiment d'appartenance, le développement de nos principes républicains les plus élémentaires, l'émergence d'un certain mode de vie auquel nous sommes tous extrêmement attachés. C'est l'école qui a fait la France et aujourd'hui c'est elle qui contribue à la défaire. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'à chaque fois dans l'histoire de notre pays que celui-ci a été en proie au doute, il s'est tourné vers son école pour essayer d'y trouver le remède à ses malheurs. On pourrait remonter à Condorcet dont les 5 mémoires sur l'instruction publique étaient lus pendant la Terreur, Hippolyte Carnot, Duruy, Buisson, même le général de Gaulle. Aujourd'hui on n'a plus d'hommes d'État de cette trempe et on n'a plus au sein du politique une vision claire de ce que doivent être les finalités de l'école, et je pense que c'est vraiment ça l'un des messages que j'ai voulu faire passer dans ce livre, c'est qu'on s'en sortira pas tant que le politique n'aura pas retrouvé une vision du temps long et un sens des idéaux régulateurs. Et ajouterais-je une vision claire, une notion même claire des enjeux pour la nation, pour son avenir, d'un système éducatif performant. Effectivement, dans l'énumération que vous avez faite, Condorcet, etc. Vous avez pas Buisson, Ferry, Renan. Après la défaite de 71, vous le savez bien. La création de l'Institut. On s'interroge sur les causes de la défaite. Et donc, on dit, c'est notre école qui a failli. C'est pas parce que les Allemands avaient fait, depuis Bismarck, largement leur révolution, pas culturelle, mais scolaire. Ils avaient un système éducatif très performant. Vous avez raison de le rappeler, en 1870, quand nous avons affronté les Prussiens, les soldats bretons ne comprenaient pas leurs officiers.
parce qu'ils ne parlaient pas le français. Ah oui. Et les Bretons, les Alsaciens, les Corses. Et donc, vous avez raison de dire qu'à chaque fois que la nation a mis à genoux à terre, elle s'est tournée vers l'école pour se redresser. Et donc, je pense que nous avons à genoux à terre. Je pense que tous les indicateurs... C'est factuel. Oui, c'est factuel. Je veux dire, c'est pas une idée politique d'extrême droite. C'est juste factuel. Donc, il serait temps de se tourner vers l'école. Et prenons un sujet qu'a évoqué le président de la République lui-même, le réarmement. Donc, c'est un terme martial comme il les affectionne, mais bon, c'est-à-dire la réindustrialisation, le réarmement économique et militaire, mais surtout économique. Rien n'est fait, rien n'est pensé pour ce réarmement. Vous savez, j'ai participé il y a quelques mois à une commission d'enquête, demandée par le RN d'ailleurs, intitulée « Les freins à la réindustrialisation du pays ». Bon. Et parmi ces freins, il y a la question de la formation. Le Haut Commissariat au plan et à la stratégie est venu nous expliquer que pour gagner 2 points de PIB en matière d'industrialisation, de production industrielle, il fallait en 10 ans former 1 million de nouveaux opérateurs. Donc sans compter le renouvellement générationnel. Donc il faudrait pratiquement tous les ans former 100 000 opérateurs, ingénieurs, techniciens et ouvriers supplémentaires. Rien n'est entrepris dans ce sens. La carte scolaire des lycées professionnels et des lycées techniques ou technologiques est inchangée. C'est un fiasco. Elle n'a pas bougé depuis 10 ans, mais vous avez vous-même fait un rapport sur le sujet que je cite. C'est une gabegie absolue, la politique d'éducation prioritaire en France. Bon, il y a il y a de la communication, comme vous le dites, vous le dénoncez à juste titre. Nos politiques communiquent à tout va, font des coups de com', mais ils ne prévoient rien. Et ça, effectivement, ça peut leur être reproché. Politiquement, mais même dans le temps long historique. Parce que tout le temps que nous perdons, eh bien, nos concurrents, qui seront peut-être demain nos adversaires et peut-être après-demain nos ennemis, ne le perdent pas. Mais on est d'accord là-dessus, à savoir que l'école, l'éducation nationale, comme on dit désormais, par excellence, le ministère de la raison et le ministère du temps long, en particulier du point de vue de l'avenir économique de la nation. D'ailleurs, je cite une étude de 2 économistes dans l'ouvrage qui montre qu'elle elle peut être critiquable d'un point de vue méthodologique, mais je pense que l'idée sous-jacente est la bonne, à savoir que 25 points PISA en plus à l'horizon 2100, c'est 30% de PIB supplémentaire. De ce que vaut l'école aujourd'hui dépendent les revenus, les gains de productivité, la croissance de demain. Et ça demeure un impensé, y compris chez des gens qui considèrent que le seul but de l'école, c'est de former des producteurs, consommateurs interchangeables. C'est comme à Bercy, on a des gestionnaires qui en réalité sont des mauvais gestionnaires, puisqu'ils proposent des coupes budgétaires systématiquement mal ciblées, et à l'inverse, ils ménagent une bureaucratie pléthorique, 20% de la dépense qui va vers des personnels non enseignants. Ça aussi, on n'en a pas parlé pour le moment, mais c'est une des dimensions, je crois, assez originales de l'ouvrage. C'est vrai qu'on parle souvent de la surbureaucratisation au sein de l'hôpital, on en parle moins dans le cas de l'école, alors même qu'on a 340 000 personnels non enseignants aujourd'hui, une administration qui est absolument pléthorique, des emplois semi-fictifs en administration centrale qui n'ont pas de raison d'être, des comités Théodule, en veux-tu, en voilà. Je pense par exemple le conseil de l'évaluation de l'école qui peut faire doublon avec l'ADEP, le conseil scientifique de l'éducation nationale, le conseil supérieur des programmes qui est totalement gangréné par les associations, on pourra peut-être en parler ensuite. Tout ça n'est pas pensé dans la durée. On n'a pas de politique éducative, encore une fois. Or, on a besoin de ministres qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent ce qu'ils veulent. Tout à fait. Donc, moi, en tant que député, en tant qu'homme politique, même modestement, je prépare avec mes collaborateurs et puis quelques amis le programme de gouvernement de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, ou des deux d'ailleurs, en matière éducative. Et nous construisons une réforme systémique qui sera peut-être faite par étapes. Mais étant donné que le temps politique est le temps court et que le temps des réformes éducatives est le temps long, bien sûr, il va falloir procéder en agissant sur certains leviers. Et je voulais vous en suggérer quelques-uns. La formation des professeurs. L'OCDE écrit tous les ans qu'un bon système éducatif est un système dont les professeurs sont de qualité, ont reçu une formation de qualité. Moi, j'affirme, et vous aussi, que les IUFM et tout ce qui a succédé jusqu'aux INSPE, etc., d'aujourd'hui, en fait, que ces instituts de formation ne remplissent pas leurs fonctions. Les professeurs n'ont pas un niveau académique suffisant, le niveau académique a diminué,
et la formation professionnelle est lacunaire, ou alors ou biaisée, ou c'est un formatage idéologique à l'université. Donc moi j'affirme que l'université est la dernière à pouvoir former nos professeurs, que c'est l'employeur, l'éducation nationale, qui doit les former par compagnonnage. J'ai déposé une proposition de loi dans ce sens pour réformer la réforme de Madame Borne, là, qui est absolument catastrophique. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour considérer que... Une réforme qui est passée dans l'indifférence générale, c'est resté sous les radars médiatiques, alors qu'on parle quand même de la formation de ceux qui formeront les jeunes générations. Voilà, ils vont avoir 30 ou 40 ans de carrière, pendant 40 ans. Donc, je ne dis pas qu'ils vont sévir, je dis que pendant 40 ans, ils vont forcément décliner ce qu'ils ont aussi appris. Ils vont apprendre autre chose, mais ce qu'ils ont appris là-bas. Donc, c'est un des leviers sur lesquels je voudrais, que nous pesions, pour déjà faire évoluer le système. Ça, évidemment, les programmes, la transmission, évidemment, l'autorité serait le troisième levier. Ce sont les trois, vous voyez, les trois choses. Alors, sur la formation des professeurs, est-ce que vous partagez mon constat qui est peut-être un petit peu sévère, je ne sais pas. Je lirai avec attention le projet de loi dont vous parlez. Maintenant, je pense que l'idée qui anime ce projet de loi correspond à ce que j'écris également dans le livre, à savoir qu'il y a un problème aujourd'hui dans le sens où on a des professeurs qui sont devant des classes qui sont les plus chargées de l'OCDE, en ayant le sentiment que la nation ne leur donne plus les moyens de leur mission, moyens matériels, mais aussi moyens intellectuels, moyens moraux. Ils se sentent mal formés et ils ont raison de l'être, puisque les professeurs d'aujourd'hui, ce sont les élèves d'hier. Donc dans la mesure où il y a une baisse du niveau continu depuis 30 ans, forcément ça se répercute sur les enseignants. Et c'est encore pire si on forme mal ceci. Je pense aux instituteurs, aux professeurs du premier degré, comme on dit désormais, les professeurs des écoles, puisqu'on a oublié ce beau mot d'instituteurs, qui reçoivent une formation. Alors je crois que 70% d'entre eux font des sciences de l'éducation à l'université, alors même qu'on aurait besoin d'une formation pluridisciplinaire, beaucoup plus rigoureuse, avec un vrai accent mis sur les fondamentaux, en particulier le français et les mathématiques où il y a de vraies lacunes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que sur le papier, j'étais plutôt favorable au mot d'Emmanuel Macron qui avait parlé d'école normale du XXIe siècle. C'est quelque chose d'assez similaire qu'il aurait fallu mettre en œuvre, mais ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas de courage et de volonté de s'attaquer vraiment au monopole de l'université sur la formation des professeurs. Et le problème, il vaut enfin, vous en avez parlé, mais pour le second degré, alors moi je suis totalement en opposition à la réforme calamiteuse d'Elisabeth Borne. On fait passer à un concours de l'enseignement avant même la fin de la licence. C'est pas en fin de L3, c'est en fin de... alors même que la L3 n'est même pas validée. Je pense qu'il faut aller vers une formation beaucoup plus rigoureuse à l'université dans sa discipline. Puisqu'un bon professeur, on ne le dira jamais assez, c'est d'abord avant tout un maître de sa discipline, quelqu'un qui est capable d'en insuffler la passion. C'est ensuite que vous avez un volet pédagogique qui s'ajoute, ça vient avec l'expérience, ça vient avec une formation continue, et je pense qu'on devrait avoir plus d'écoles de formation continue dans ce pays, on en manque cruellement, mais d'abord il faut renforcer les savoirs disciplinaires, tant dans la formation d'ailleurs que dans les parcours de carrière, parce qu'aujourd'hui si on prend non plus les inspections mais les rendez-vous de carrière, pour parler dans la novlangue managériale du ministère, si on regarde les critères sur lesquels les professeurs sont inspectés, on voit bien que le volet disciplinaire, ça ne pèse pour absolument rien. Tout est question de pédagogie, de manière de gérer la classe, ou plutôt de la laisser faire. Parce qu'il y a l'idée qu'une bonne classe, ce n'est pas une classe disciplinée, mais que c'est une classe vivante. Donc il y a un retournement de l'école contre le bon sens et contre la transmission avec lequel qu'il faut inverser. Et il y a enfin la question du rétablissement de l'autorité des maîtres. 100 000 professeurs menacés ou agressés chaque année, des professeurs qui font cours à la peur au ventre, 56% d'entre eux qui s'autocensurent, une administration qui ne soutient pas concrètement ceux qui font vivre l'école sur le terrain, un pas de vague qui a disparu des discours soi-disant, mais qui en acte sévit toujours. On l'a vu d'ailleurs avec cette directrice d'école dans le Cantal, une histoire terrible, une femme qui s'est suicidée après des mois de harcèlement et qui est morte en ayant eu le sentiment de ne pas avoir été soutenue par l'administration de l'éducation nationale. Donc il faut penser un rétablissement de l'autorité du maître au sein de l'école, et ça passe par la rupture avec un certain irénisme qui a fait que lorsqu'un problème advient, la sanction est devenue l'exception. Je crois qu'il faut rompre avec cette idée qui là encore est héritière de l'éducation nouvelle, avec cette idée qu'il faut faire de l'école une sorte de contre-société libertaire. Je pense que ça fait énormément de mal et que tout le monde en est malade aujourd'hui. Tout à fait. D'où d'ailleurs le succès que connaît
vocable bienveillance, n'est-ce pas? Oui. Que Jean-Michel Blanquer a beaucoup, lui c'était confiance, hein, confiance et bienveillance, qui a beaucoup contribué à répandre et qui est un mot valise creux, et je dirais même une sorte d'escroquerie, je pense, éducative en tout cas. C'est le type de mot valise qui apparaît, dont l'emploi progresse à mesure que la chose qu'il désigne disparaît. C'est un peu comme le vivre ensemble. Oui, c'est ça. Plus on en parle, moins on peut supporter. Vous avez parfaitement raison. Tout à fait. Moi, je considère aussi, comme vous, que ce qui fonde l'autorité du professeur, c'est sa parfaite maîtrise des savoirs qu'il enseigne. Sa parfaite maîtrise. Hein. Quand vous envoyez un contractuel recruté par Job Dating à Créteil pour assurer à la va-vite une rentrée en lettres ou en histoire ou en mathématiques, on est sûr qu'il n'est pas au niveau requis, malgré toute sa bonne volonté. Il y a des contractuels qui sont des petits saints laïcs auxquels on devrait laisser des médailles, mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas du tout à leur place. Hein. Et les dégâts sont considérables sur les élèves. Donc déjà, reprenons en main, premier levier, la formation initiale académique et professionnelle des maîtres. Chacun fait son métier, l'université délivre des diplômes de qualité, donc avec des programmes denses. Hein. Actuellement, si vous voulez, le programme du CAPES en histoire ou en maths, etc., comprend un peu de disciplinaire, enfin du disciplinaire, mais aussi du pédagogique et même du didactique. Blanquer avait réformé ça et réduit la part du disciplinaire, mais enfin, ça n'a pas suffisamment noté d'ailleurs. C'est vrai, mais enfin, bon, pour moi, qui suis de l'ancienne école, une licence de maths, c'est que des maths, c'est tout. Hein, et le CAPES de maths, c'est que des maths. Moi, j'ai passé le CAPES et la Greg l'année d'après. On n'a jamais parlé de pédagogie. Mais vous dites une ancienne école, mais c'est ce qui se passe dans les pays qui réussissent le mieux éducativement. Parce que si on prend les pays en tête des classements PISA, Teams, Pearls, etc., qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce sont des pays qui mettent d'abord l'accent sur le volet disciplinaire. Oui. Et on constate, et c'est un point que nous n'avons pas évoqué pour le moment, mais que ce sont les pays les plus méritocratiques et qui proposent les enseignements les plus différenciés. En France, on a fait l'inverse. On a fait le collège unique, qui d'ailleurs ne ressemble pas vraiment à ce qui avait été pensé par Rabi initialement. C'est encore un autre sujet. Et du fait de cette logique du collège unique qui prévaut, on a des classes toujours plus hétérogènes, toujours plus compliquées à gérer, avec une logique qui consiste à aligner le niveau d'exigence sur ce que peuvent apprendre les plus faibles. C'est une phrase de François Dubay, le grand sociologue organique de l'éducation nationale, que je cite dans l'ouvrage. Il disait il faut qu'en fin de collège, on est adapté les contenus selon ce que peuvent apprendre les plus faibles, ce que peuvent maîtriser les plus faibles à la sortie. Et c'est toujours cette logique qui prévaut, même si les discours officiels ont un peu changé à la tête du ministère. Quand on écoute, Gabriel Attal, quand on écoute Jean-Michel Blanquer, choc des savoirs, on est quand même loin du vocable pédagogie des années 80, post-loi Jospin, etc. Mais dans les faits, je pense que le pédagogisme imprègne encore à tous les échelons. Pas seulement dans les faits, même si vous voulez dans les évaluations des élèves, le socle commun de connaissances, de compétences, etc., de culture, là, puisqu'on en rajoute à chaque fois, c'est un minimorum, c'est un SMIC. Hein. D'ailleurs, à l'époque, il avait été moqué. À ce moment-là, j'étais sous-directeur à la centrale. Patrick Gérard étant directeur des GESCO. Et le socle commun avait été moqué comme étant un SMIC. Et à l'époque, je m'étais un peu irrité de cette accusation. Mais en y réfléchissant, c'est bien ça. Nous, ce que nous ferons, nous supprimerons le socle commun. Et nous rétablirons un examen terminal du collège, qui sera le brevet, mais qui sera une vérification des savoirs disciplinaires, discipline par discipline. Et quiconque échouera, redoublera, ou ne pourra pas passer en seconde. C'est pas compliqué, ce sera un examen de passage en seconde. Même chose pour le baccalauréat. Nous ferons ça aussi en 6e. Parce que l'idée, donc je continue, je déroule un petit peu mon affaire, on a parlé des professeurs, maintenant, comment redonner du sens à l'enseignement scolaire? Dites-moi ce que vous en pensez. En lui fixant des objectifs et surtout, ça ce serait managérial, mais surtout des enjeux. L'enjeu, c'est de passer en classe supérieure. Donc, à l'issue du CM2, on passe un examen national, anonyme, et on passe en 6e si on l'obtient. Sans ça, on redouble. Voilà. Même chose en 3e. Évidemment, le baccalauréat son niveau serait complètement rehaussé. Et donc, l'idée, c'est que en fixant des enjeux aux enseignements, en définissant précisément ce que l'on attend à chaque année, donc disparition des cycles, chaque année, et surtout en fin de cursus, primaire, secondaire, etc., on donne aussi aux professeurs des objectifs précis, atteignables, avec des résultats. Je ne sais pas si vous avez été professeur de terminale, moi je l'ai été.
Non, j'ai été uniquement dans le supérieur. Ouais, c'est formidable. Bon, moi, j'ai été professeur de terminale. Alors, quand j'étais agrégé d'allemand, j'avais évidemment des terminales. Et je me souviens de l'angoisse que nous éprouvions, nous, tous les profs de terminale, lorsqu'on regardait les résultats du baccalauréat avec nos élèves. Nous étions en train de nous évaluer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de nos élèves lauréats, on considérait, nous, que nous avions été bons ou moins bons, ou même médiocres. Mais ça a prévalu jusque récemment, cette logique. J'ai passé à titre personnel mon bac en 2014 et tout reposait sur des examens finaux en fin d'année de terminale. Et donc on redonne du sens aux enseignements, et évidemment... automatiquement, si je puis dire, les enseignements périphériques, tout ça disparaît, ça n'a aucun intérêt, puisque ça n'est pas évalué de toute façon, ça rapporte rien. Et donc, on est d'accord là-dessus. On se concentre à nouveau sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les sciences, sur les humanités, n'est-ce pas? Et puis tout le reste, on verra ça plus tard. Ce que vous proposez, c'est en phase avec la phrase que Gabriel Attal avait eue. Il avait dit un examen qui a du sens, c'est un examen qui a des conséquences. En théorie, on ne peut être d'accord, sauf que le problème, c'est qu'il est resté 5 mois au ministère et s'en est servi comme d'un tremplin pour suivre une ambition personnelle. Et derrière, qu'est-ce qui est resté du choc des savoirs? Absolument rien. Tout a été détricoté, soit par l'administration, soit par ses successeurs. C'est ce que j'appelle dans l'ouvrage le syndrome de Pénélope qui défait la nuit la tapisserie qu'elle a tissée le jour. C'est exactement pareil. Chaque ministre fait sa réforme, défait celle que le prédécesseur a fait. Et c'est un vrai problème dans un ministère qui, encore une fois, est censé être le ministère du temps long. Donc évidemment qu'il faut rétablir ce qu'on nomme la valeur certificative des examens. Moi, je serais pour, mais c'est censé être dans le choc des savoirs. Un brevet couperet, un baccalauréat qui a vraiment du sens, revenir sur la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer. Et vous n'en avez pas parlé, mais également une forme de sélection à l'entrée à l'université. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Au prix d'un échec massif en premier cycle universitaire, on est l'un des pires pays de l'OCDE là-dessus. Ça représente un coût pour la nation de 532 millions par an, avec toujours plus de voies de garage et donc de dérives académo-militantes au sein de l'université. Moi, je pense que ne pas sélectionner à l'université, en réalité, c'est sélectionner pour des échecs ultérieurs beaucoup plus violents. C'est souvent sélectionner pour le chômage. Et donc, je serais pour le rétablissement d'une forme de sélection, non seulement à la fin du lycée, mais même en amont. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il fallait proposer, dès le milieu du collège, par exemple, à la classe de 4e, des enseignements différenciés vers la voie technique, ce qui n'exclut pas qu'il y ait des passerelles, évidemment, avec la voie générale, pour éviter des phénomènes de relégation sociale. Ça, c'est notre projet. Alors, du coup, vous repartirez d'ici. Moi, j'ai votre livre. Vous aurez mes propositions de loi. Parce que sur la proposition de loi collège, n'est-ce pas, c'est la fin du collège unique. Donc, ça signifie qu'à partir de la fin de la 5e, de nouvelles perspectives s'ouvrent en fonction des capacités, des formes d'intelligence et du travail des élèves. Donc, c'est-à-dire qu'on va rétablir, en fait, ce qui autrefois s'appelait les 4e technologiques et qui a été supprimé par Claude Allègre, je crois, enfin, par la gauche, en tout cas, c'est sûr, qu'on appellera sans doute 4e et 3e de découverte des métiers ou des métiers, bon, après, qui pourront d'ailleurs être implantés au lycée professionnel. Donc, on va faire très, très tôt. Et alors, pour l'université, c'est pareil. Moi, je pense sincèrement que si le baccalauréat doit redevenir le premier diplôme du supérieur, premier grade de l'université, bachelier, eh bien, d'une certaine manière, il ne se suffit pas à lui-même, puisque actuellement, 50% des néo-bacheliers échouent dès la première année, ce qui est un gâchis épouvantable. Et c'est pareil en BTS, on ne le dit jamais, moi j'ai été enseignant en BTS, un taux d'échec en fin de L1 de 50%. Pour vous donner un exemple, sur une promotion que j'ai accompagnée pendant 2 ans, il y avait 33 élèves au début, on était 11 à la fin, donc on voit que c'est même pire que 50%. Et ça, on n'en parle jamais, ça fait partie des problèmes que je soulève du point de vue de la revalorisation de la voie technique, puisqu'il ne s'agit pas de dire de manière abstraite on va revaloriser la voie technique, il s'agit de voir concrètement comment on peut aller vers ça, comme vous le faites pour l'éducation, comme vous faites pour l'éducation prioritaire. Je lirai votre proposition de loi sur le collège, je ne l'ai pas lu très honnêtement, j'ai lu le rapport du SNALC sur le sujet qui propose de passer du collège unique à un collège qu'on pourrait qualifier de modulaire, et pour le coup, ça m'inscrit tout à fait en phase avec ça. Oui, l'idée est intéressante. Moi, je vais aller un peu plus loin. Je préconise la création de nouveaux types d'établissements à titre expérimental. C'est prévu par la Constitution, tout ça est bien bordé, il n'y a pas de problème. Et Darcos avait tenté de le faire. Établissement autonome d'enseignement. C'est-à-dire qu'un collège public ou un collège privé sous contrat peuvent passer un contrat avec l'État sur des objectifs pédagogiques et éducatifs à atteindre.
pas seulement des tableaux Excel, mais de vrais objectifs, c'est-à-dire des taux de passage convenables au lycée professionnel, parce qu'on a besoin de professionnels. C'est pas la peine de les envoyer en seconde générale pour qu'ils y végètent. Des choses qui seraient affinées et qui seraient donc pour l'établissement et l'équipe éducative, parce que j'ai du mal avec le mot communauté éducative. Moi, je préfère l'équipe éducative, en tout cas les professeurs, les professionnels, qui serait l'objectif atteint dans 5 ans. En contrepartie, ils disposeraient, alors c'est pas de l'autonomie, c'est carrément de la liberté. Ils auraient la possibilité de, évidemment sur la base du projet construit collectivement avec l'accompagnement de l'institution, de recruter leurs professeurs. Ils auraient la disposition de la masse salariale. Ils pourraient organiser la vie scolaire, organiser les enseignements, organiser les cursus à leur guise, à condition évidemment, d'atteindre les objectifs. Ils peuvent faire un collège modulaire. On peut entrer en 6e en mathématiques et puis et être en 4e en langue étrangère si on est bilingue. Vous voyez, des choses comme ça. Oui. Et donc, je voudrais faire ça à titre expérimental, c'est-à-dire que ce serait sur la base du volontariat. Alors, une expérimentation quand même très large. Il ne s'agit pas de faire, ici ou là, une expérimentation surassistée du point de vue budgétaire. Non. Quelque chose d'assez large. Mais je suis certain que des établissements pourraient se saisir de cette possibilité d'adapter. Prenons, et après je vous laisse réagir si vous permettez, encore un point. L'éducation prioritaire. Nous voulons reconcentrer l'éducation prioritaire sur les 600 établissements qui concentrent toutes les difficultés possibles, culturelles, linguistiques, sociales, sécuritaires même, et où rien ne va. Et leur donner les moyens de faire leur devoir, c'est-à-dire d'élever les élèves au niveau que nous en attendons. Et je pense que les REP+, pourraient très bien s'approprier ça. C'est ce qu'avait voulu faire Darcos, avant d'être congédié par Nicolas Sarkozy, avec ses réseaux Ambition Réussite, où il avait annoncé, aux grandes dames des syndicats, d'ailleurs à l'époque déjà, que les chefs d'établissement pourraient recruter une partie de leur personnel directement. Tout ça a capoté comme d'habitude, hélas, mais l'idée était intéressante et je la reprendrai volontiers à mon compte en l'élargissant et d'une certaine manière en la radicalisant. Si vous voulez, même carrément, un chef d'établissement et son équipe qui décide que dans un REP, étant donné le nombre d'allophones qu'il y a et la faible maîtrise de la langue française, on ne fait plus que du français, des maths et d'histoire, et que le reste sera reporté plus tard, eh bien c'est possible. On est d'accord là-dessus. J'ai lu le rapport que vous aviez publié sur le sujet en tant que parlementaire. Je vous cite dans l'ouvrage. Oui. Pour le coup, je ne considère pas que l'autonomie des établissements soit la panacée, constitue un remède miracle à tous les maux éducatifs. C'est un débat que j'ai par exemple avec le philosophe Philippe Nemo, qui est un homme brillant, lecteur d'Hayek, mais on a un désaccord radical sur la proposition. En revanche, là où l'autonomie peut avoir du sens selon moi, et c'est ce que vous dites très bien, c'est dans l'éducation prioritaire, c'est dans les REP+, où en effet je considère qu'il faut couper tout un tas d'enseignements dits périphériques, il faut arrêter cette imposture des EILE, qui sont des assignations à résidence. Oui. D'ailleurs, quand ça avait été créé, alors j'ai oublié l'acronyme qui précédait EILE. ELCO. Les ELCO. Quand ça avait été créé, les ELCO, c'était avant le regroupement familial. Il y avait l'idée que les personnes allaient retourner au pays derrière, et donc il fallait garder un lien avec le pays d'origine. Dans une logique d'immigration, de peuplement, qui a vocation à rester, alors il faut revenir au vieux principe, qui n'est pas un principe extrémiste, mais qui est un principe républicain. Lisez Raphaël Dohan, Le rêve de l'assimilation. C'est le principe de l'assimilation qu'on a oublié depuis les années 80. D'abord, on a parlé d'intégration. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. Je propose, comme républicain, de revenir à l'assimilation. Oui, bien sûr. Et ça passe évidemment par un accent mis sur les disciplines fondamentales. Donc, je serais pour là-dessus qu'on puisse avoir des établissements ad hoc en éducation prioritaire qui seraient capables de proposer quelques heures de supplémentaires de français et de maths, encore une fois, au détriment des enseignements périphériques. Et ça pourrait se faire notamment si on avait davantage d'assistants d'éducation, si on développait le tutorat, par exemple en faisant venir des jeunes de l'université. Je pense que là, il y aurait quelque chose d'intelligent. Maintenant, sur l'autonomie au niveau national, je ne suis pas certain de pouvoir vous suivre dans la mesure où je pense que le problème, il tient moins au ratio enseignement public, enseignement privé, niveau d'autonomie, qu'un problème d'idéologie, d'abaissement de l'exigence intellectuelle. Je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut agir, et que l'autonomie...
L'autonomie, je suis pas sûr qu'elle permette de répondre aux problèmes de l'école, dans la mesure où les problèmes de l'école, avant d'être des problèmes structurels, ce sont les problèmes de la société. L'école, évidemment, en tant que républicain, je ne peux que vouloir que l'école soit un sanctuaire. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui quand on fait un examen intensif de la réalité scolaire? C'est que l'école n'est plus un sanctuaire, mais qu'elle est un réceptacle de toutes les forces centrifuges, toutes les fractures, de toutes les idéologies mortifères qui minent la société. Et ça, ce n'est pas avec l'autonomie que vous y répondrez, parce qu'en réalité, si on regarde pourquoi est-ce que l'enseignement privé marche un peu mieux, pour parler vite, pourquoi est-ce qu'en Suède, il peut y avoir des écoles qui ont des meilleurs résultats, c'est aussi parce que ce sont des écoles qui accueillent un public sociologiquement plus favorable, avec une culture familiale plus favorable à la réussite scolaire, avec davantage de moyens pour financer du soutien privé. Donc ce n'est pas avec l'autonomie que vous agirez là-dessus. Par ailleurs, j'ai peur qu'on plante le dernier clou sur le cercueil de la dimension nationale de l'éducation nationale, et qu'on renforce aussi avec l'autonomie la machinerie bureaucratique de l'évaluation, parce que l'autonomie, ça implique toujours plus d'évaluation a posteriori, et donc ça implique toujours plus de bureaucratie pour inspecter et évaluer. Non, ça implique plus d'inspecteurs mieux formés. Et puis... Mais bon, ça, on a besoin de plus d'inspecteurs, ça on est d'accord là-dessus. Nous rétablirons l'inspection générale. Dans sa dignité. On n'en a pas parlé, parce qu'on évoque souvent la destruction par Emmanuel Macron du corps des préfets, du corps des diplomates, mais ce qui est arrivé à l'inspection générale de l'éducation nationale est absolument effroyable. On a éteint un corps qui remontait quand même à Napoléon, qui comportait en son sein des personnes d'une hauteur intellectuelle, d'une exigence morale absolument exceptionnelle, et on est passé d'un travail intellectuel, un travail prospectif, à ce qu'on peut nommer très schématiquement la Startup Nation, avec des personnes qui viennent de l'extérieur de l'État pour le subvertir de l'intérieur. Et l'un des meilleurs exemples qu'on puisse convoquer est celui de Charlie Lavenel, qui a obtenu des résultats absolument catastrophiques, comme rectrice de Versailles. Allez demander à la famille de Samuel Paty ce qu'elle pense de la manière dont le rectorat a géré les 11 jours qui ont précédé la décapitation de leur le fils. couloir de la mort. J'ai vu votre expression, qui est très juste. Oui, tout à fait. Non, mais alors, je n'attends pas de l'autonomie des établissements de nouveaux styles, comme ça, des charter schools, pour reprendre l'anglicisme, que cela produise un sanctuaire républicain, que ça rétablisse l'école comme sanctuaire, comme temple du savoir. Non. Ça, c'est, pour le coup, véritablement, la fonction du politique. C'est le ministre ès-qualité qui devra, avec les services, après s'être débarrassé d'un certain nombre de comités Théodule, de reprendre les programmes en main. Il y a 70 priorités dans le Code de l'éducation. Pour moi, il y en a 3, des priorités. C'est transmettre les fondamentaux, développer l'esprit scientifique et l'amour des humanités et des arts. Ça suffirait, vous voyez, ça suffirait. Il y a peut-être d'autres, on peut faire du sport, enfin, faire toutes sortes de choses, mais ça ne me paraît pas honnêtement prioritaire. Et donc là, le politique, quand il reprendra en main les destinées de l'éducation nationale, qu'il faudrait probablement débaptiser, mais ça c'est un autre sujet encore, commencera par faire ce qu'on attend d'un politique, c'est-à-dire rappeler le sens, les enjeux, les missions fondamentales. Mais il le fera sous contrôle du Parlement, parce qu'on n'a pas parlé du Parlement, mais maintenant que je suis parlementaire, je me rends compte à quel point la question éducative est totalement occultée. Je veux dire, il y a bien sûr une commission, mais qui fait 7 choses différentes. Bon. Ou alors on en parle sur des sujets, encore une fois, périphériques. L'éducation à la sexualité, par exemple, qu'on a mis au cœur du débat depuis un an, idem pour Betaram. Où on s'énerve. C'est évidemment effroyable ce qui s'est passé, mais je ne pense pas que ce soit révélateur. On va jamais au fond. Vous parlez de remplacement, etc. Tout ça, c'est bien gentil, mais c'est soit d'idéologie, soit du service public. Les trains sont en retard, les profs ne sont pas remplacés. C'est pas ça le problème. Effectivement, c'est très embêtant, la question n'est pas là, ça ronge le système, enfin, le politique devra dire tout de suite ce qui est essentiel pour la nation, pour les 50 ans qui viennent. Et ça, c'est le rôle d'un ministre. Donc, du coup, tout ce qui est périphérique, tous les débats sociétaux qui viennent embrouiller les choses, qui viennent distraire les professeurs de leur mission première, qui viennent tournebouler nos élèves, seront évacués, purement et simplement. Nous interdirons. Comment dirais-je, un certain nombre d'enseignements d'éducation qui sont tout simplement par arrêté rayés du Code de l'éducation. Et on se reconcentrera sur l'essentiel. Ça ne veut pas dire que jusqu'au lycée, on fera du français, des maths et d'histoire. Non, on en fera aussi. Mais je veux dire, dans l'enseignement initial, c'est-à-dire dans le côté instruction publique, d'ailleurs il y a un service de l'instruction publique à la DGESCO, c'est-à-dire de la maternelle au brevet, on fait l'essentiel.
On fait l'essentiel. Après, au lycée, évidemment, on ouvre l'éventail de la curiosité intellectuelle et des sciences et du savoir, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait des débats sur la théorie du genre. Il n'en est pas question. On est en phase là-dessus. Ça correspond à ce que j'ai écrit dans l'ouvrage, à savoir que l'école française souffre d'abord et avant tout d'un émiettement de ses missions et d'un brouillage de ses finalités. On a une école qui n'instruit plus mais qui co-construit, une école qui n'éduque plus mais qui rééduque selon le vieux fantasme révolutionnaire de l'homme nouveau qui anime encore aujourd'hui une grande partie de l'extrême gauche, mais aussi de la gauche, voire du centre en France. Et à droite, il y aurait aussi des choses à dire, hein, puisque le rôle d'un Châtel, par exemple, sur l'importation dans l'école des débats et entrée à la théorie du genre, on ne souligne jamais assez le pouvoir de nuisance qu'une certaine droite a eu lorsqu'elle était aux manettes. J'ai écrit ce livre pour dire que le politique, qui est devenu un contre-pouvoir parmi d'autres aujourd'hui, doit redevenir le politique, à savoir fixer le cap, présider à la destinée du pays. On peut avoir des débats, on en a eu déjà dans cette émission, sur les politiques publiques de rupture à mettre en œuvre, mais d'abord, le préalable, c'est de rendre ces politiques publiques possibles. Et comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, on a un programme pour faire en sorte que le politique reprenne la main sur la technostructure. Donc ça passe par des nominations stratégiques aux postes clés. Je pense qu'un ministre valeureux, bien orienté, qui serait aux manettes demain aurait tout intérêt à faire préalablement une revue des cadres et à changer toutes les personnes aux postes clés. Donc l'ensemble des directeurs d'administration, les recteurs, revoir le fonctionnement de l'inspection générale. J'aimerais qu'on revienne, on en a parlé sur la réforme qui a été conduite sous Emmanuel Macron. Il faut rappeler les fonctionnaires et les syndicalistes qui bafouent le devoir de neutralité et de loyauté au texte réglementaire, sans surenchère et provocation inutile. Il ne s'agit pas de caporaliser qui que ce soit. Au contraire, il faut remettre de l'humanité et du respect à tous les échelons dans l'administration. Il faut faire ce que Claude Allègre avait préconisé en son temps, mais n'a jamais fait. D'ailleurs, avec Lionel Jospin, Matignon, il ne pouvait pas le faire. Dégraisser le mammouth. Encore une fois, 20% de la dépense qui va vers des personnels enseignants, ce n'est plus possible. Il y a tout un tas d'emplois semi-fictifs en administration centrale qu'il faut supprimer, de comités Théodule, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et enfin, il faut supprimer les agréments des associations qui violent leur devoir de neutralité. C'est pas une vision extrémiste, c'était la vision de Jean Zay qui disait que, grand ministre de l'éducation de gauche, qui disait que l'école doit demeurer un asile inviolable où les querelles des hommes n'entrent pas. Donc c'est la vision qui est la mienne en tant que personne venue du républicanisme de gauche. Je considère que des associations ouvertement militantes qui sont soi-disant présentes dans les classes pour couvrir une partie des programmes, mais qui en réalité se livrent à une forme d'endoctrinement de la jeunesse, n'ont pas leur rôle dans l'éducation nationale. Je pense à des associations comme Coexiste, comme SOS Méditerranée. Alors je cite dans l'ouvrage un exemple de livret de sensibilisation qui est distribué dans les classes. Je pense à SOS Homophobie. Non pas que l'école ne doive pas lutter contre l'homophobie, mais pas de cette manière, pas en ayant une présidente d'association qui dit assumer de tricher entre guillemets pour, je cite encore une fois, imposer les identités LGBTI dans sa classe. Lorsque des dérives de ce type adviennent, il doit y avoir des convocations, des rappels à l'ordre, des sanctions. Or aujourd'hui, c'est l'impunité qui prévaut systématiquement. Absolument, tout à fait. Dès que nous arriverons aux affaires, si Dieu le veut, ou plutôt si la Vox Populi, Vox Dei, le peuple souverain le veut, bien sûr, Vox Populi, Vox Dei, donc peut-être dans quelques mois, peut-être d'ici 2 ans, nous aurons préparé à l'avance, et je m'y emploie dans le domaine éducatif, un certain nombre de décrets à prendre avant tout travail législatif, qui enverront des signaux clairs sur la reprise en main du politique sur la question éducative. Là, quand je dis reprise en main, c'est pas caporaliser, c'est juste que le gouvernement gouverne. Et que donc il prenne des décisions. Et parmi ces décrets, il y aura évidemment la révision complète des conventions qui lient l'éducation nationale aujourd'hui à un certain nombre d'ONG qui seront remises à plat et qui seront peut-être même examinées par la Cour des comptes, pourquoi pas, pour savoir si cet argent public a bien été utilisé dans le cadre de ce qui était prévu, c'est-à-dire dans un cadre éducatif et pédagogique. Et je peux vous assurer qu'en tout cas que les propagandistes à la petite semaine qui se sont infiltrés dans nos écoles trouveront bientôt, à ce moment-là, porte close. Ça, c'est un engagement que je peux prendre publiquement, que j'ai déjà pris publiquement dans la commission. Mais nous allons débarrasser, en effet, l'école de tous ceux qui y ont trouvé une sorte de petite niche écologique, un petit peu comme
comme une souris dans un fromage, n'est-ce pas, et qui se font leur petite tambouille au détriment des élèves, au détriment des missions principales de l'école, n'est-ce pas, et qui introduisent la politique là où elle n'a absolument rien à faire. Qui mettent le feu aux esprits. Il y a l'idée que l'école doit être le laboratoire de la société diversitaire, multiculturaliste tout à fait. De demain, qu'elle ne doit pas former des citoyens mais des éco-citoyens. Je considère qu'il faut rompre avec cette vision à l'école comme à l'université d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Donc c'est Payon qui disait, je me souviens, j'étais inspecteur général encore en activité à l'époque, il faut refonder... pour refonder la société, il faut refonder l'école. Donc, mais je cite Payon justement sur son appel aux associations à prendre part au redressement éducatif de la France. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit effectivement d'éduquer à nouveau les Français, qui seraient une collection de Gaulois réfractaires, pour ne pas dire de beaufs, n'est-ce pas ? Et il faudrait leur montrer la voie de la raison, du beau, du bien, évidemment. Et ce serait l'école qui en serait chargée, et en formatant le plus tôt possible les jeunes esprits. Ceci est absolument inadmissible. Ça ne se fera pas. Je vous remercie vraiment pour cet échange très nourri, très, très, très joyeux aussi. Nous sommes d'accord sur de très nombreux points, c'est très clair. Et je vous félicite encore, franchement, si vous permettez, pour avoir produit ce livre. J'espère qu'il aura un grand succès. Moi, je le recommanderais beaucoup. Là, vendredi, je fais une conférence à Toulouse. J'emmènerai pour dire lisez ça, parce que si vous voulez être informé, vous avez là véritablement un tour d'horizon complet de tout ce qui ne va pas et de tout ce qu'il faudrait faire, de tout ce sur quoi on peut agir, sur les leviers. Donc mille merci pour cette... encore une fois, je réitère mes remerciements pour cette invitation et cette discussion à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, merci beaucoup. À se revoir en tout cas.